Bonjour, Nicolas Réal, expert dans la prononciation du chinois et formateur en chinois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé en Chine à l'ère chrétienne, avec des mots très simples. C'est pourquoi l'État chinois qui contrôlait complètement sa population grâce à un système de récompense, de châtiment et puis utilisait aussi la délation, s'est retrouvé avec une perte de contrôle totale. Il n'avait plus qu'un pouvoir nominatif. Alors, ça commence à l'époque des printemps et automnes, 722-481 avant Jésus-Christ. C'est pas mal si vous pouvez garder les dates parce que c'est des dates qui sont importantes. C'est l'époque de Confucius, une époque où il y avait des principautés. Guo. Vous connaissez le caractère utilisé en chinois moderne qui veut dire le pays. Et donc c'est des principautés, c'est-à-dire voilà, c'est des si vous voulez, c'est des groupes de personnes qui se trouvaient dans différentes régions de la Chine. Et voilà, comme je vous dis, elles se trouvent au centre de la Chine. C'est pour ça qu'on parle de Dongguo, c'est-à-dire les principautés du milieu. Dong, le milieu. Dongguo, c'est les principautés du milieu, les principautés qui se trouvaient au milieu du territoire chinois. C'est ça l'origine du mot Dongguo en chinois. Et ces principautés, à l'époque de Confucius, elles se battaient les unes contre les autres. Le but étant de grossir le plus possible, de s'enrichir le plus possible par l'agriculture et par la guerre. Pour vous expliquer les choses de façon très simple, je simplifie au maximum, vous avez des personnes dans ces principautés qui s'occupent des travaux agricoles, et par l'agriculture, on avait de quoi nourrir des soldats, et ces soldats pouvaient faire la guerre pour pouvoir acquérir de nouvelles terres et agrandir les principautés, la principauté pour laquelle ils se battent. Et en agrandissant la principauté, ils ont beaucoup plus de terres et ça leur permet de nourrir la population, de nourrir aussi les soldats, ce qui va leur permettre justement de pouvoir développer encore plus de soldats pour acquérir plus de terres. Et c'est un mouvement où justement l'idée c'est de pouvoir grossir le plus rapidement possible et de pouvoir s'enrichir au maximum grâce à l'agriculture et à la guerre. Un peu plus tard, entre 403 et 256 avant Jésus-Christ, c'est la période des royaumes combattants. Donc ces principautés continuent toujours de grossir, toujours plus d'hommes, plus de guerres, des territoires de plus en plus grands et des terres agricoles de plus en plus importantes. Et dans ce mouvement, on en arrive à une époque où il y a ce qu'on appelle des guerres de siège, c'est-à-dire qu'on arrive directement au point névralgique d'une principauté pour pouvoir en fait la conquérir complètement. Et c'était à cette époque-là justement où les événements se sont vite enchaînés, puisque dans on va dire dans ce mouvement qui s'emballait, on devait vite arriver en fait à un point où il n'y avait plus qu'un seul État qui pouvait contrôler tous les autres. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un personnage qui s'appelle Shang Yang, qui donc ces dates c'est 390-336 avant Jésus-Christ, a créé ce qu'on appelle le légisme. C'est en fait une série de textes. Il a créé des textes entre 359 et 300, donc ça fait 339 avant Jésus-Christ, étant donné qu'il a écrit ces textes pendant 20 ans. En fait, c'est des textes de loi qui permettaient en fait de contrôler complètement la population avec cette idée de délation toujours. Il y a un système de châtiment, de récompense, hein, c'est-à-dire que les personnes qui obéissaient à la loi, et elles avaient des récompenses. Ceux qui enfreignaient la loi avaient des châtiments.
Et pour que ce système puisse s'autogérer, ils ont utilisé, en tout cas Shang Yang a utilisé le système de la délation, ce qui faisait qu'on était obligé de témoigner que telle ou telle personne avait mal agi, sans quoi on se retrouvait puni, on devait subir un châtiment. Si au contraire on faisait bien son travail, entre guillemets, dans ce cas, on était du côté de la récompense. C'était soit l'un, soit l'autre. Et ce système-là permettait en fait à contrôler, à ce que la population se contrôle d'elle-même. On n'avait même plus besoin de la réguler, puisque si quelqu'un agissait mal, les gens autour de lui, qui sont autour de cette personne, étaient forcés de le dénoncer, sinon elle serait elle-même dénoncée. Donc du coup, il n'y avait même plus besoin de rechercher les coupables. Il revenait en fait au pouvoir de façon tout à fait, de façon tout à fait naturelle. Et de là, ce qui s'est passé, donc, lui, comme Shang Yang, il était d'un royaume qu'on appelle le royaume de Qin. C'est ce royaume de Qin qui a pu conquérir tous les autres royaumes. C'est une tendance qui était déjà amorcée depuis l'époque des printemps et automnes. Ça, c'est un phénomène que vous comprenez facilement. Si on a des principautés qui grossissent de plus en plus, avec plus d'hommes, plus de terres, il faut forcément, à la fin, quand toutes les principautés sont éliminées, il finit par en rester plus qu'une. Bon, il s'est trouvé que c'était ce royaume-là qui était devenu, entre guillemets, le vainqueur, et qui a pu, en 221 avant Jésus-Christ, réunifier toute la Chine. Et une fois que la Chine elle a été réunifiée justement par le légisme, cette tendance à exercer un pouvoir de plus en plus fort sur la population s'est exacerbée. Ce qui fait que voilà, on a eu des tendances autocratiques qui étaient devenues très très fortes au 1er siècle avant Jésus-Christ. En 80 avant Jésus-Christ, on a eu un général qui s'appelait Hua Guang, qui a mis à la tête des postes les plus importants au pouvoir des membres de sa propre famille, et toutes les personnes de mérite étaient sorties du pouvoir. Et donc la famille régnante était devenue très puissante, et il n'y avait plus de personnes compétentes vraiment pour pouvoir continuer de gérer l'État. Les personnes compétentes étaient mises de côté, et ça au tout début de l'ère chrétienne, donc c'est voilà, j'ai envie de dire avant Jésus-Christ, un petit peu avant zéro, et puis même un petit peu après. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu au niveau de la cour impériale, donc c'est là où vit l'empereur. L'empereur, il avait, il faut le savoir, voilà, il avait des concubines, il avait une impératrice, il y avait beaucoup de femmes il avait énormément de femmes autour de lui, puisqu'on sait que selon des écrits, il pouvait avoir entre 3000 et 5000 femmes, juste un seul empereur. Donc il avait des concubines et qui avaient toute une chambre dédiée à elle. Et donc il avait plusieurs femmes, ce qui lui permettait en fait de s'assurer sa descendance, puisque si une femme, par exemple si l'impératrice ne pouvait pas faire d'enfant mâle, puisqu'il faut que ce soit un homme qui reprenne ensuite, qui continue la lignée dynastique, s'il ne pouvait pas faire d'enfant homme, peut-être qu'une concubine le pouvait. Donc c'est pour ça qu'ils avaient énormément de femmes. Et il y avait des eunuques qui permettaient la communication entre les concubines et l'empereur. Des eunuques, c'était en fait des hommes qui étaient castrés et qui servaient en fait toutes ces concubines, puisqu'elles avaient besoin d'être servies pour différentes tâches dans la journée. Et
pourquoi ils ont pris des hommes qu'ils ont castrés pour assurer la communication entre l'empereur et les concubines, c'est simplement parce que une femme ne pouvait pas porter, par exemple, des choses lourdes. Il y a certaines tâches que seuls des hommes peuvent faire, si c'est des tâches physiques, où on doit porter des choses qui sont très lourdes. Et donc, pour ces tâches-là, les hommes sont mieux aptes à faire ces tâches. Je parle des tâches physiques. Donc, on avait besoin d'hommes, mais voilà, il y avait vous comprenez le contexte, il y avait plein de sublimes concubines à l'intérieur de la cour impériale. On ne pouvait pas laisser des eunuques comme ça assurer la communication entre l'empereur et les concubines, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que ce sont les femmes de l'empereur, ces concubines. Donc, laisser des hommes justement s'occuper des concubines, c'était trop dangereux pour l'empereur, donc tout simplement il les castrait pour être sûr qu'ils n'aient pas de relation avec les concubines. Et les eunuques, ils pouvaient comme ça assurer les services des concubines et s'occuper aussi des tâches un peu lourdes, enfin des tâches qui demandent une force physique que des femmes ne pouvaient pas assumer. Et donc à cette époque, on va dire, quand on se rapproche de zéro, de l'année 0, à cette époque, il n'y avait plus qu'en fait, l'empereur, il avait des membres, il avait beaucoup de membres de sa famille, donc qui géraient en fait l'État, et toutes les familles de concubines en fait maniaient le pouvoir de façon indirecte, puisque ce qui s'est passé, c'est que à vouloir exercer un pouvoir autocratique trop fort, ils ont tous les ministres, les conseillers qui étaient compétents, ils sont tous partis. Enfin, ils ont été sortis du palais impérial parce qu'on voulait plus d'eau, on voulait plus d'eux. Et du coup, il n'y avait plus de personnes compétentes pour gérer l'Empire. C'est le fait de vouloir aller trop loin dans le contrôle de la population et de vouloir trop utiliser ses propres relations pour pouvoir avoir un contrôle absolu faisait qu'on finissait par se débarrasser de toutes les personnes compétentes et il n'y avait plus personne pour pouvoir gérer l'Empire. Et forcément, toutes ces familles de concubines donc qui avaient leur fille, qui était la concubine de l'empereur, pouvaient facilement manier le pouvoir, puisque l'empereur qui était dans sa cour impériale, vous imaginez, il était entouré de plein de femmes autour de lui, sublimes, et s'il voulait imposer... et c'était très facile d'utiliser des concubines, justement, pour faire ce qu'on voulait à l'empereur. Il suffisait de demander aux concubines de faire... de dire telle ou telle chose à l'empereur, et c'était très très facile de manier le pouvoir derrière le rideau. Et les eunuques, c'est pareil. En fait, les eunuques, ils avaient la main mise, ils communiquaient entre les concubines et l'empereur, donc c'était très facile pour eux de manier le pouvoir. Et puis bien sûr, on avait aussi tout autre type de favoris au sein de la cour impériale. Sauf que voilà, ces concubines, ces favoris et ces eunuques, ils pouvaient gérer l'Empire dans les faits. Ils pouvaient contrôler, ils pouvaient tirer les ficelles de l'Empire, mais ils n'étaient pas du tout compétents pour ça. Donc il y a eu un gros problème de compétence pour gérer l'Empire. Ce qui s'est passé, c'est que on va dire dans cette mouvance depuis les printemps et automnes, où justement des principautés ont voulu acquérir de plus en plus de terres, ça fait qu'il y a beaucoup de propriétaires terriens en fait, qui se sont énormément enrichis jusqu'à l'an 0. Et beaucoup de paysans se sont retrouvés dépossédés de tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient plus rien, ils se sont retrouvés dans la misère, ils se sont retrouvés dans la pauvreté.
Ils étaient même utilisés en tant qu'esclaves. Leurs terres étaient rachetées, ils n'avaient plus rien. Et en l'an 17, ils ont fait en fait une première manifestation. Ils sont plutôt on appelle ça une révolte à l'époque. Ils se sont révoltés en l'an plus 17, c'est ce qu'on appelle les sourcils rouges. Et cette pauvreté, elle s'est vraiment accrue. Ces paysans qui se retrouvaient dans la misère alors que d'autres groupes de personnes s'enrichissaient énormément avec toujours plus de terres. Cet écart de richesse a généré une pauvreté absolument énorme en Chine, et il y a une seconde révolte qu'on appelle les turbans jaunes en plus, donc 184. Cette révolte des turbans jaunes, elle a en fait fait beaucoup de... elle a eu une influence énorme puisque l'État était devenu complètement incapable de contrôler tout ce flux de personnes dans une pauvreté extrême, avec, je le répète, à la tête des familles d'impératrices, des eunuques et des favoris qui géraient l'Empire et qui étaient complètement incompétents pour le faire. Et ça vous comprenez naturellement que ça a engendré une incapacité complète par l'État pour gérer l'Empire. Et l'Empire s'est retrouvé avec une autorité qui était purement nominative. Et suite à cela, entre 220 et 280, on a eu ce qu'on appelle l'époque des trois royaumes. D'après cet écrivain, Qin Hui, c'était la seule époque où on avait des entités, des communautés moyennes qui se battaient les unes contre les autres. Donc, j'espère que ça vous aura donné des clés pour décoder des choses importantes dans l'histoire de Chine. Et je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. Continuez de me suivre. D'autres choses vous attendent sur le sujet toujours de la cour impériale et des intrigues au sein du palais impérial. Merci, à très bientôt.